Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio Joe Hume pour parler musique. Et bonjour. Salut Joe, et Olivier Pouls pour la gastronomie. Bonjour les amis. Et ce qui va avec la gastronomie, parce que je vois que vous êtes... du solide et du liquide, allez savoir. Et allez, alors, au sourire d'Anissa, je vois qu'elle m'a déjà grillé. Et j'ai l'honneur de recevoir ce matin un écrivain récompensé lundi du prix Goncourt pour un livre, Ouri, qui conjugue la poésie, le style d'un grand romancier et le courage d'un journaliste qui veut faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. D'abord, bravo pour ce prix qui, on n'a pas vraiment fait de débat. Le jury vous a élu dès le premier tour. Et nous, on vous a invité avant même ces résultats parce qu'on était sûr que vous alliez l'avoir tant ce roman est bouleversant. Est-ce que vous, franchement, vous y attendiez ? Sincèrement, non. Je sais que ce genre de déclaration paraît un peu candide après le résultat, entre guillemets. Ouais. Vous savez, j'ai déjà vécu un peu ça avec Meursault contre Enquête il y a quelques années, où j'étais donné favori. Le vote, j'ai perdu le vote à une voix ou deux voix, je ne sais pas, j'ai pas d'informations précises. Mais là, non. On a beau se projeter, entre midi et midi 35, on a quand même mal au ventre. Et alors en France, vous goûtez les joies des récompenses, mais alors en Algérie, votre livre est interdit, même s'il est très 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 largement piraté et donc lu. Interdit parce que votre roman traite de ce qu'on appelle la décennie noire, la guerre civile d'Algérie, dont on n'a pas le droit de parler là-bas. C'est une loi de 2005 qui punit de 3 à 5 ans d'emprisonnement ceux qui osent le faire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des poursuites qui sont déjà engagées contre vous aujourd'hui, Kamel Daoud ? Je ne sais pas. Je ne suis pas informé sur ça. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement lié au roman. Mais pas. Toutes les libertés souffrent en Algérie pour le moment, quel que soit X. Il n'y a que les islamistes qui ont le droit à la liberté d'expression quasiment absolue. Mais le reste, on ne peut pas parler, on ne peut pas écrire, on a peur, il y a un climat de terreur. Ça, c'est la réalité. Mais je pense que c'est lié à mes prises de position éditoriales, c'est lié à ce que je suis, c'est lié à peut-être à cette figure de singularité qu'on voit en moi, mais c'est lié à beaucoup de choses. L'écrivain, depuis quelques années, depuis quelques décennies, incarne une sorte de malaise pour l'Algérie en règle générale. Il y a eu Boualem Sansal, il y a eu d'autres. Donc on est à la fois des incarnations, entre guillemets, c'est très prétentieux de le dire, mais il faut le répéter, de l'universalité, et en même temps l'universalité, pour beaucoup d'Algériens, elle est source de malaise, de douleur. On veut faire partie du monde, et on a peur de faire partie du monde, et on ne veut pas que le reste du monde fasse partie de nous. Et là, l'écrivain, il est un peu sur ce chemin de crête. Et alors, pourquoi cette guerre civile qui a fait donc entre 150 et 200 000 morts, même s'il n'y a aucun chiffre officiel, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas non plus de monument aux morts, d'ailleurs, vous le racontez dans votre livre. Pourquoi est-ce qu'elle est tenue sous silence ? Qu'est-ce qu'il faut absolument cacher, en fait ? J'ai l'impression, c'est mon interprétation, et c'est celle d'un écrivain, je ne suis pas politologue, mais j'ai l'impression qu'on cache une guerre honteuse, comparée à la guerre glorieuse, qui est la guerre d'indépendance. La première, on s'est battu, selon le roman national, contre une occupation, contre l'armée française. La seconde, on s'est entretués. Donc ce n'est pas quelque chose d'élogieux, c'est quelque chose de monstrueux. Et le sentiment auquel j'étais confronté, c'est celui de la honte et de la violence que cela, c'est ce qu'on me reproche, à la limite, ce qu'on me reproche. Enfin, c'est un vieux reproche contre moi. Souvent on me dit, oui, ce que tu écris dans tes éditoriaux, c'est très bien, mais il ne fallait pas l'écrire. On est dans une sorte d'omerta communautaire, identitaire, entre guillemets, etc. Vous écrivez dans Le Point. Pas uniquement. Pas uniquement. J'écrivais dans le New York Times, j'écrivais dans la Republica, même en Algérie. Ouais. Donc, et pour mon malheur, c'est que mes écrits interviennent à l'époque où Internet viralise tout. Et le même propos que l'on tient en Algérie n'a pas le même sens s'il est tenu ailleurs. Ça m'a posé un problème éthique. Donc, c'est un peu. Vous écrivez un article qui s'appelle « À quoi servent les musulmans ?» À quoi servent les musulmans dans le monde ? Vous l'écrivez en Algérie, c'est de l'ironie sur soi. Le même papier repris par un journal d'extrême droite en Allemagne, il prend un autre sens. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout cela pour vous dire que c'est une source de malaise, de fascination et de fierté aussi pour beaucoup d'Algériens. Et vous dites d'ailleurs, Kamel Daoud, que si le pouvoir algérien parle tant de la guerre de décolonisation avec la France, c'est parce qu'ils veulent effacer la réalité de cette guerre civile qui a opposé pendant 10 ans le front islamique du salut à l'armée algérienne. En fait, ils veulent faire diversion. C'est ça votre propos ? Oui, mais moi, j'aime pas ce casting de régime contre une population innocente, etc. Au fait, cette logique de dissimulation, elle est portée autant que par les intellectuels décoloniaux de l'hypercentre d'Alger.
Parce que parler de cette guerre, c'est devenu, je le dis, je l'assume, une honte. Une honte académique, une honte journalistique, une honte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Je parle de la position autour de ce récit-là. Parce que moi, je n'oppose pas les deux guerres. Je crois qu'il y a un devoir de mémoire pour les deux. Et les 200 à 250 000 morts qui sont morts durant la guerre civile méritent autant la commémoration, le respect, l'enterrement, le deuil et l'hommage. Donc c'est quelque chose d'important. Moi, je suis contre cette équation qui veut que lorsqu'un occidental tue un musulman, on l'appelle martyr, mais lorsqu'un musulman tue un autre musulman, la somme est égale à 0. Je n'aime pas ça. Les morts sont des morts auxquels on doit justice, parole, mémoire et devoir de mémoire. Donc ça, donc ce n'est pas le fait d'un régime. Au fait, ce roman, pourquoi il a cristallisé autant de réactions chez certains, c'est que, je sais que le roman national ne tolère pas les romans. 2, qu'il y a une rente mémorielle, elle n'est pas l'exclusivité du régime, mais aussi de beaucoup d'intellectuels. 3, les islamistes ont fait la guerre aux Algériens, et rien de mieux pour faire oublier leurs crimes que de parler de la guerre d'indépendance. Donc j'ai sur le dos une sorte de trinité qui ne veut pas qu'on parle de cette guerre-là. Et c'est pour ça que vous avez voulu rendre justice à toutes ces victimes dans ce livre Ouride qui est paru donc aux éditions Gallimard, prix Goncourt 2024. Et on va parler de votre héroïne dans un instant sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez le lauréat du prix Goncourt, Kamel Daoud, pour son dernier roman, Ouri, publié chez Gallimard. Et alors vous, en tant que journaliste, vous avez tenté de couvrir cette guerre civile en Algérie dont on parlait, Kamel Daoud, mais devant l'impossibilité de dire les choses sur place, vous avez décidé, il y a un peu plus d'1 an, de venir en France pour écrire ce livre, Ouri, qui est l'œuvre d'un romancier, mais donc aussi du journaliste que vous êtes, parce que tout ce que vous racontez dans ce livre, ça repose sur des faits réels. Oui, je pense que vous le savez en tant que journaliste, les ondes de guerre démantèlent le cloisonnement entre la littérature et le récit journalistique. La plupart des reporters de guerre finissent par faire des romans ou des récits qui sont un peu à la marge du roman ou trop proches du roman. Donc, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est réel dans une guerre? C'est très difficile. Vraiment. La guerre n'est récit que pour le spectateur qui la voit de dehors. Vous êtes face à la télé, vous regardez un documentaire, un reportage, la séquence a un début et une fin. Mais quand vous êtes à l'intérieur, c'est beaucoup de silence, c'est beaucoup d'errements. J'avais une vision qui peut paraître très littéraire, mais la réalité, ce que je me disais, mais c'est un peu cynique, mais quand il y a une guerre, il n'y a plus de vivants. Il y a les morts et les survivants. Et parfois, je ne sais pas si on peut faire la différence entre les deux. Donc ce que je raconte, c'est vrai que tout est vrai, mais dans une guerre, tout est fiction. Et il y a des journalistes, beaucoup de journalistes ont vécu cette période-là, ils ont des récits meilleurs que les miens, parfois, etc. Donc c'est une expérience que j'ai vécue. Et il vous fallait évidemment un personnage, donc vous endossez Kamel Daoud, la voix d'une femme qui s'appelle Aube, une rescapée de cette guerre civile algérienne. Et dans son village natal, toute sa famille a été tuée par des islamistes. Elle qui n'a que 5 ans à l'époque, elle est égorgée, mais elle survit et elle porte sur elle ce que vous appelez son sourire. C'est une cicatrice de 17 cm sur son cou, ses cordes vocales sont détruites, elle est muette, muette comme toutes les femmes là-bas qui sont condamnées au silence par les hommes. Oui, mais si vous voulez une illustration au-delà de ce roman, allez en Afghanistan. Il y a des lois qui ont été votées pour interdire aux femmes de respirer, de rire, de parler et dernièrement de parler entre elles. Ouais. Ça ne m'étonne pas, mais cette héroïne dont vous parlez, qui n'est pas la seule héroïne de ce roman, il y en a d'autres femmes. Elles sont toutes les femmes que j'ai croisées en Algérie, et les hommes aussi qui ont été blessés par cette guerre et qui ont été mutilés dans leur propre corps, dans leur famille, dans leur nom, dans leurs souvenirs, etc. Donc au fait, je ne suis pas le premier romancier à avoir tenté ça, mais je pense qu'on est à un moment où il faudrait multiplier la parole sur cette guerre-là parce qu'elle concerne tout le monde et pas seulement le devoir de mémoire en Algérie. Et dans le livre, Aube, elle a 26 ans, elle est enceinte et elle dialogue avec le fœtus qu'elle porte, persuadée que c'est une fille, elle la nomme Ouri, donc mot qui donne son titre à votre livre. Ouri, c'est le nom qu'on donne aux femmes du paradis. Mais Aube, elle compte avorter, elle rendre au paradis son Ouri. Vous écrivez ça. Car ici, ce n'est pas un endroit pour toi, elle parle à son bébé, c'est un couloir d'épines que de vivre pour une femme dans ce pays. Et plus loin, elle lui dit, quelque part, même si cela ne durera que quelques jours, je suis ta mère et je pense à ton bien, et ton bien, c'est de mourir. Et c'est terrible ce que vous écrivez là, Kamel Daoud, parce que pour vous, finalement, la vie d'une femme en Algérie, elle est si dure qu'elle ne vaut même pas la peine d'être vécue. Souvent, et une femme a le droit de le penser. C'est mon personnage qui le pense par rapport à des circonstances, mais ça sent la condition des femmes un peu dans le monde que vous appelez arabe et dans le monde, de toute façon.
ce n'est pas quelque chose qui est gai. Ça, c'est la réalité. En Algérie, il y a eu beaucoup d'avancées depuis l'indépendance sur la condition de la femme, l'accès à l'espace public, le travail. Mais depuis la montée de l'offre politique islamiste, beaucoup de choses reculent. Beaucoup de libertés reculent. Beaucoup de libertés sont maintenant contestées et elles sont ouvertement contestées par les prêcheurs, par les prêches, par beaucoup de choses. Donc, être femme, nous, on n'a pas idée. Vous savez, nous, on prend le matin, on se lève, on se regarde, je me rase pas, je mets une chemise grise, un pull noir ou pas. Il y a des pays où une femme doit mesurer au centimètre près la longueur de sa jupe parce qu'elle sera accusée d'avoir provoqué des séismes ou de la sécheresse. Pour vous, le rapport des hommes envers les femmes est absolument pathologique. C'est le nom que vous utilisez en Algérie et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs qui sont gangrénés par l'islamisme. Vous parlez de l'Afghanistan, il y en a beaucoup d'autres aussi. Et vous avez écrit dans Le Point que le sexe est la plus grande misère dans le monde d'Allah et que le voile n'est pas une liberté. Ça vous vaut des accusations d'ailleurs aujourd'hui de traîtrise, d'islamophobie, y compris même en France. Vous avez ce genre d'accusations. Oui, les choses sont claires pour moi. Les plus grands islamophobes au monde, ce sont les islamistes. Ce sont eux qui ont tué le plus de musulmans. Donc, en termes d'islamophobie, ils ont quand même le haut de la liste. Le reste, c'est des débats, des polémiques, des insultes, des diffamations, des fake news. Mais ceux qui ont tué le plus de musulmans sont les islamistes. La Syrie, l'Algérie, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, partout, ils ont tué. Donc ça, c'est une chose. Moi, j'ai un rapport, je respecte les religieux, je respecte les choix religieux de chacun, je respecte la foi de chacun. Mais à partir du moment où ça devient une idéologie, et généralement cette idéologie, surtout chez les monothéistes, ils sont fascinés par la femme, par la liberté de la femme, le corps de la femme. C'est une obsession profonde. J'ai mis des années à trouver des pistes de réponse. Je me suis dit, mais pourquoi ils en veulent autant à la femme ? Qu'est-ce qui les rend si malades ? Qu'est-ce qui les rend si troublés par la présence de la femme, au point de vouloir la voiler, l'enterrer, etc. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas en ça. Et vous ne mâchez pas vos mots, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous entend et c'est admirable. Est-ce que vous avez peur pour votre vie, parce qu'aujourd'hui pour votre sécurité, vous devez avoir. Je n'aime pas répondre sur ce genre de questions parce que bon, c'est un classique. Je crois que vous avez en Occident une culture chrétienne qui fait que on cherche toujours un martyr crucifié, etc. Je réponds pas à vous, mais en règle générale, je ne fais pas de ça ni le centre de ma réflexion, ni le centre de mon œuvre. C'est très prétentieux de parler comme ça, ni quoi que ce soit. Je pense que écoutez, j'ai une mère, j'ai une épouse, j'ai une fille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je m'agenouille, que je dise aux autres qui veulent les voiler, les enterrer ? Vous avez raison. C'est pas question de courage, c'est question de dignité. C'est que si les gens sont capables d'autant de renoncement, j'admire leur courage, quelque part. Parce qu'ils ont le courage de se regarder en miroir et de renoncer. Alors, est-ce que je suis dans la posture du héros ? J'aime pas. Je n'aime pas ce genre de réflexion. Je n'aime pas répondre à ce genre de questions. Parce que je ne suis la jeune fille qui s'est promenée quasiment nue dans une enceinte universitaire à Téhéran, voulait que moi je définisse le courage face à une femme pareille. Je ne peux pas le faire. On va continuer à parler de votre livre Houri, lauréat du prix Goncourt 2024, Kamel Daoud. Et puis dans un instant, un petit peu de légèreté, quoique avec Olivier Pouls, ça peut aussi être assez lourd dans l'assiette. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, vous recevez l'écrivain Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt, pour son roman que vous pouvez découvrir si vous nous suivez en vidéo maintenant sur europe1.fr. Son roman Houri, publié chez Gallimard. Avec cette héroïne Aube qui tient un salon de beauté chez Sherazade, où elle offre un moment de répit aux femmes qui pour quelques instants ne sont plus sous le regard des hommes. Mais alors juste en face de son salon, il y a une mosquée où on prêche des choses absolument inimaginables qu'elles entendent, elles, dans les haut-parleurs, comme l'interdiction de se parfumer, de s'épiler les sourcils, de s'allonger les cils ou les ongles, d'ajouter des tresses à leurs cheveux, même d'arranger leurs dents. Ce sont des choses que vous avez vraiment entendues, ça, Kamel Daoud ? Oui, mais que beaucoup de gens, on peut les entendre, je veux dire. C'est des prêches, ce sont des prêches un peu... Je dirais pas que tous les prêches sont dans ce sens-là, mais très souvent, très souvent, les prêches tournent autour de la femme et de son corps, et de ce qu'elle ne peut pas faire de son corps. Donc, c'est des choses que j'ai entendues. Il n'y a rien d'allégorique. Cette mosquée qui a un cercueil à l'entrée, elle n'était pas très loin de chez moi. Donc, tout cela, je l'ai vu, je l'ai vécu, et comme beaucoup d'Algériens. Et votre héroïne a fini par poser cette question. Pourquoi ce Dieu nous hait tant ? Qu'avons-nous fait pour le mettre en colère depuis 3000 ans ? Et en vous lisant, on a surtout envie de poser la question à ces hommes. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à ce point à faire disparaître les femmes ? Est-ce que vous arrivez à le comprendre, Kamel Daoud ? Comprendre, non, mais j'ai des pistes, j'ai des théories du malheur. Moi, je crois que la femme, elle renvoie
l'image de leur humanité à ceux-là qui se prennent pour des dieux. Au fait, quand quelqu'un nie son corps, quand quelqu'un récuse son corps, par l'ablution, par la purification, etc., finalement, il se prend pour Dieu. Job dit à sa fille, méfie-toi, quand les hommes te parlent de Dieu, ils te parlent d'eux-mêmes. Et donc, ce sont des gens qui veulent être des abstractions. La femme arrive, elle est en face, elle leur renvoie à leur faiblesse, leur précarité, leur défaillance, le désir, à leur humanité, à la mort, à beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'humain et qui leur rappellent à leur humanité. Je pense que c'est ce miroir, ce jeu de dépendance qui fait notre humanité, ils n'en veulent pas. Tous les religieux n'en veulent pas. Et j'ai vu que vous étiez aussi inquiet pour la France, parce que vous voyez cet islamisme progresser dans notre pays et dans votre pays d'adoption désormais, Kamel Daoud, vous le voyez ça aussi en France ? Oui, je crois qu'il y a des radicalités, elles ne sont pas exclusivement religieuses, parce que je vois aussi des familles politiques, des courants politiques qui sont dans cette radicalité-là. Je pense que c'est mondial aussi. Mais l'islamisme français ou européen, c'est une réalité aussi. C'est une réalité qui se grève sur des faiblesses, sur la culpabilisation, sur la culpabilité. C'est une réalité. C'est un peu difficile de tenir ce genre de discours d'alerte parce que les choses changent. Vous êtes dans un pays où on dénonce l'islamophobie. Si vous arrivez en disant que, attention à l'islamisme, on va confondre votre alerte avec une sorte de, j'aime pas ce mot, de stigmatisation, etc. Ouais. Mais c'est des choix à faire dans la vie. Donc, moi, je pense qu'en France, on a vraiment, urgemment intérêt à gagner les musulmans pour ne pas les perdre au profit des islamistes. Il est important que la France gagne ces musulmans parce que c'est le seul moyen de faire barrage aux islamistes. Est-ce que parfois il n'y a pas un effet loupe sur certains événements qui pourraient être minimes par rapport au reste de la population et qu'on met en exergue et qui du coup pourraient alerter ? C'est une question que je peux vous poser, vous êtes journaliste, moi je suis là depuis peu, mais c'est vrai, mais on est dans les médias, les médias ce sont des collections de loupes, des faits de loupe. En fait, moi je pense que parfois il y a des choses qui alimentent cette peur. Dans le mot islamophobie, il y a le mot phobie, les gens ont peur. Écoutez, il y a eu des gens qui ont été tués dans ce pays-là. Est-ce que ça excuse que l'on rejette les musulmans ? Je ne pense pas. Est-ce que ça explique ? Oui, ça explique. C'est ainsi. Moi, je suis un enfant de la guerre civile algérienne. Je n'arrive pas à voir le monde parfois au-delà de ce biais. Et j'en suis conscient. Mais c'est aussi une réalité. Moi, j'ai envie que ce pays-là gagne ses musulmans. Que les musulmans de France gagnent leur francité et s'installent véritablement dans ce pays-là pour qu'on puisse voir quelle est la stratégie des islamistes. Mais encore une fois, je parle à partir d'une expérience subjective. Je suis écrivain, je ne suis pas islamologue, je ne suis pas quelqu'un qui parle au nom des morts ou des vivants. Mais je vois le monde à travers mes blessures et c'est totalement légitime, même si c'est irrationnel. Et pour vous, l'islamisme, il sera là tant qu'on ne s'attaquera pas vraiment au texte fondateur de l'islam. Elle est là, la solution ? Moi, j'avais lu un éditorial dans un journal koweïtien qui était très courageux, qui disait, mais pourquoi en ces temps qu'il y ait des al-Baghdadi, des talibans, etc., il dit qu'on en aura toujours des gens comme ça dans 10 ans, dans 20 ans, parce que les textes matrices n'ont pas été réformés, n'ont pas été touchés. Personne n'ose par peur. Mais qui osera y toucher ? Ça viendra, il faut demander à Luther, il l'a fait. D'accord, il l'a fait. On touche au texte. Il faut le demander à l'église anglicane en Angleterre à l'époque. On le fait, on traduit, on rend accessible, on remonopolise le droit d'interpréter. En fait, moi, je pars toujours d'une idée qui peut paraître banale, mais qui m'a libéré. L'islam n'appartient à personne. Et celui qui a l'acte de propriété de l'islam, qui me le montre, je me tairai à jamais. Et puisque c'est une religion universelle, j'ai le droit de la réfléchir, de la penser, de l'interpréter à ma manière aussi. Donc, c'est ne pas céder le monopole de l'interprétation. Et ces textes ont besoin d'être relus, interprétés, expliqués, assainis. L'Arabie Saoudite le fait. Pourquoi pas en France ? Pourquoi pas en Algérie ? Pourquoi pas ailleurs ? Les réflexions de Kamel Daoud qui sont rassemblées dans ce livre Houri, paru chez Gallimard. Europe 1. Et ce sont les toutes dernières minutes de Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et l'écrivain Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt avec son dernier roman Houri chez Gallimard. Houri qui est un roman aussi sur la filiation, sur ce qu'on est prêt à transmettre à nos enfants. Est-ce que vous avez transmis, vous, à vos enfants, cette histoire de la guerre civile algérienne qu'ils n'ont pas pu forcément apprendre à l'école en Algérie ? Paradoxalement, non. Moi aussi, je faisais partie de ce silence-là. Quand j'ai fini ce roman, ma fille disait « Mais est-ce que ça s'est vraiment passé ?» Donc c'est là où j'ai pris conscience aussi de mon silence. Peut-être qu'on regarde nos enfants avec cette idée qui est totalement injuste et fausse et peut-être désastreuse. C'est celle de ne pas leur raconter nos malheurs
pour les préserver. On les protéger, oublie, exactement, mais on oublie qu'il y a une filiation. Et ce que nous leur cachons, Nietzsche disait cette très belle phrase, le secret du père, le fils le révèle. Et je crois que ce que nous cachons à nos enfants, nous le cachons à nous-mêmes surtout. C'est un peu ce qu'est en train de faire l'Algérie, justement, à ne pas vouloir tourner vraiment cette page. Ils n'y arriveront jamais tant qu'ils ne la regarderont pas vraiment. Mais je crois, c'est pour ça que moi je suis admiratif face à des processus qui, avec toute leur faiblesse, l'Afrique du Sud, vérité et réconciliation. Et vous voyez la hiérarchie des mots, la vérité précède la réconciliation. C'est-à-dire il faut dire les choses avant de pouvoir penser à une réconciliation. Est-ce que vos enfants, ils sont heureux depuis qu'ils sont arrivés en France, il y a un peu plus d'1 an maintenant? Généralement, je ne réponds pas sur les questions sur ma vie personnelle. Donc mes enfants, je les protège, ils ont leur vie et je ne préfère pas médiatiser tout ça. Et vous, est-ce que l'Algérie vous manque aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est mon pays. L'Algérie me manque. Mais est-ce qu'on peut quitter son pays? On peut changer de géographie, on ne peut pas changer d'histoire. Je ne confonds pas le pays avec ceux qui l'ont privatisé. Vous espérez y retourner un jour? Je vais y retourner un jour, c'est sûr. Parce que le lien filial, il est là. Je ne le confonds pas avec les politiques, avec les adversités intellectuelles, etc. Mais bien sûr, c'est mon pays. Il m'appartient. J'ai l'acte de propriété de l'Algérie. Kamel Daoud, ce matin, au micro d'Europe 1. Merci beaucoup d'être venu pour nous présenter ce prix Goncourt 2024 qu'on vous recommande, évidemment. Ouri, c'est disponible aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Merci. Merci.